Madame Morano, comme celui de Monsieur Collard. C'est très inélégant. Très inélégant. Madame Morano. Oui. Eh ben, Elle a été ministre, elle est députée européenne. Très bien. Madame Morano. Moi, j'ai rien contre Madame Morano. Je dis simplement que c'est un Elle est choix là. éditorial. Madame Morano. Bonjour, madame. Madame Morano n'est pas n'importe Madame le qui. député, pardon. Madame Morano n'est pas n'importe qui. D'abord, c'est une femme sympathique. Oui. Donc, c'est Courageuse. c'est pas si Et je dis le fréquent. contraire. Non. Non. C'est une femme sympathique. Mais je dis le C'est une contraire. femme. Non. C'est une femme authentique. Oui. Donc ça, c'est intéressant, qui parle cash, et on est sensible, forcément, les On journalistes. aime bien les gens femmes. qui parlent cash. Mais sur bien les sûr, antennes, elle c'est dit les vrai. choses. C'est une femme engagée, et tout le monde ne l'est pas forcément. Donc voilà, et elle a été, en plus, elle a un parcours politique qui plaide pour elle, puisqu'elle a été ministre de Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Je la trouvais légitime pour donner son avis là-dessus. Absolument. Et vous avez eu cette phrase absolument Mais vous êtes folle. seul maître Je de la suis légitimité. prise en otage, Non, je mais suis c'est ça. obligé Très de inélégant. dire la même chose que Nadine Morano. Très Alors, étonnant. je vous présente le diable. Mais Le monsieur- diable, il est devant Mais vous. je dis une Il est chose là. pareille. Il est devant Ah, vous. ça y Madame ressemblait Morano. quand même. Mais bien Oh, sûr. enfin, vous êtes d'une Ça y mauvaise ressemble. pouvez foi. interpréter. On savait bien qu'Halloween est Franchement, passé, mais bon. quelle misogynie. Vous êtes un Oh, bah, voyons. macho. Je vais parler Tout de ça Monsieur parce- Collard. Tout ça Je vais parce parler de que Monsieur c'est une... Collard. En fait, ce que vous ne supportez pas, c'est que ce soit une femme qui parle. Absolument. C'est ça la vérité. Absolument. Bonjour, Je Nadine suis Morano. démasqué. Bonjour Nadine Bonjour. Morano. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous? On va parler du Conseil de l'Europe et de la campagne du voile, simplement. J'attends le 4 décembre avec... C'est le 4 ou le 5? Le 4 décembre. Vous votez pour qui? Ben, on le sait. Je sais, oui. Je On l'ai le dit sait. typiquement, je voterai pour Michel Barnier. Michel Barnier. Bon. Mm. Et c'est lui, a priori, qui est le mieux placé pour le moment. C'est lui qui a le plus de parrainage. C'est lui qui a le plus de parrainage, mais c'est sans doute au regard de son parcours, de son expérience et de son côté opérationnel dès son élection qui en font des atouts majeurs, en fait. Voilà, donc, puis moi j'ai beaucoup travaillé avec lui, donc je sais que voilà, il aura aucune fébrilité sur les questions migratoires et sur la sécurité, qui sont quand même des priorités majeures pour nos concitoyens. Bon, on va parler de ce Conseil de l'Europe, parce qu'on a découvert hier, et c'est vrai que ça nous a quand même un peu étonné, cette campagne que vous allez voir, cette campagne Conseil de... Alors, c'est pas le Conseil européen, hein, enfin, c'est pas l'Union européenne, mais l'Union. Conseil c'est de l'Europe. Voilà, c'est le Conseil de l'Europe. Les gens font peut-être parfois le rapprochement, 54. mais ça dépend quand même de l'Union européenne. C'est sponsorisé, si j'ose dire, subventionné plutôt, par le... Par nos impôts. Exactement, c'est quand même 439 millions d'euros, ce Conseil de l'Europe, pour la période 2014-2020. 439 millions d'euros. Alors vous voyez cette campagne de pub, le Conseil a mis à disposition sur plusieurs sites. C'est visuel en anglais et adapté au format des réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne de communication visant à lutter contre les discours de haine anti-musulmans. Elle présente donc le hijab comme un choix et un droit humain. Donc notre discussion va se mettre en place à ce moment-là. Peut-être peut-on voir quand même avant cela le sujet. Mon voile, mon choix. Ce visuel et des dizaines d'autres ont été publiés sur le site du Conseil de l'Europe. Une campagne pour promouvoir le vivre ensemble qui a été très mal perçue par des politiques de tous bords, à commencer par Éric Ciotti, l'un des candidats à l'élection présidentielle. Quand le Conseil de l'Europe fait la promotion du voile islamique, c'est une négation de nos racines judéo-chrétiennes, de notre civilisation, de l'esprit des Lumières. Cette campagne vise à lutter contre les discours de haine anti-musulmans. Un objectif plus que raté pour cet essayiste. C'est une très mauvaise idée, d'abord pour les musulmans eux-mêmes, puisque l'image qui est véhiculée, encore une fois, c'est que la femme musulmane est censée être voilée. La majorité des femmes musulmanes en Europe ne portent pas le voile. Un avis partagé jusque dans les rangs du Parti socialiste, qui trouve cette campagne contre-productive. On ne peut pas faire la promotion du vivre ensemble en mettant en exergue une pratique religieuse. Ça n'est pas possible et ça n'est pas le rôle du Conseil de l'Europe. Les nombreuses critiques ont finalement poussé l'institution à supprimer son tweet. Nadine Morano, pourquoi ça vous a mis en colère ? Parce que vous savez très bien que cette campagne est scandaleuse. Elle est l'illustration d'une propagande du voile islamiste en Europe qui n'a rien à voir avec les valeurs de l'Europe. Et vous avez eu raison de rappeler que le Conseil de l'Europe n'est pas une institution de l'Union européenne. Or, l'Europe, comme les États membres, puisque la France, vous avez rappelé le budget, mais la France finance à hauteur de 39 millions d'euros par an le budget du Conseil de l'Europe. Alors moi, je m'interroge beaucoup
de savoir qui a validé cette campagne, parce que je sais que la Commission européenne finance des programmes du Conseil de l'Europe. J'ai interrogé la présidente de la Commission européenne parce que je veux savoir si cette campagne a été validée dès lors qu'elle est financée dans un programme. Par ailleurs, j'ai interpellé Katalin Novák, qui est la vice-présidence du Fidesz, qui est ministre de la Famille en Hongrie et qui est au Fidesz en charge des affaires européennes, pour qu'elle interpelle son collègue ministre des Affaires étrangères qui préside en ce moment même le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Donc M. Szijjártó, hongrois, préside le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Donc, à un moment, et je pense que l'intervention que j'ai eue avec elle hier, puisqu'elle a fait remonter cette information, a permis aussi d'arrêter cette campagne scandaleuse. Donc moi, je veux savoir qui l'a fait, qui l'a validé, qui l'a rendu public sur les réseaux sociaux, parce qu'on y voit, à travers cela, une espèce d'infiltration d'une volonté islamiste à l'intérieur du Conseil de l'Europe. C'est pour ça que je voudrais vraiment une enquête sérieuse sur qui a financé cette campagne. Qui va faire cette enquête, Nadine Morano, parce que vous avez proposé une enquête? J'ai interrogé la Commission européenne. J'ai interrogé la Commission européenne par le biais du question écrite et je veux savoir comment cette campagne a été validée dès lors que la Commission européenne y a mis son logo sur cette campagne. Il y a donc financement du programme global du Conseil de l'Europe. Je veux savoir si cette campagne proprement dite a été validée et par qui. Gérard Carrérou? Oui, moi, d'abord, je partage ce que vient de dire Madame Morano, que je respecte pour ses prises de position antérieures et pour celle-ci. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a l'image, on a vu l'image, je suis content qu'on l'ait revue, oui, bon, voilà, mais il n'y a pas que l'image, il y a le sous-texte, il y a le commentaire. Or, vous avez quand même cette phrase que tous les pays... C'est ça, moi, qui me... Freedom is in hijab. Oui. La liberté, non, vous entendez, entre guillemets, comme dans la liberté et dans le hijab. La liberté. Vous imaginez, pour les populations qui reçoivent ces images et cette affirmation, c'est plus que scandaleux, c'est gravissime. Je pense que, et même, alors là, je demande en tant que député, vous ne croyez-vous pas, madame, que peut-être ça vaudrait une commission parlementaire pour savoir dans quel état d'esprit l'Europe, effectivement, s'engage dans des campagnes de ce genre. L'Europe, aujourd'hui, est démonétisée. On le sent bien à travers un certain nombre de prises de position. Et aujourd'hui, en faisant des campagnes de ce genre, l'Europe se met, je dirais, au banc de ce qu'il faut faire, au banc de ce qu'il faudrait faire. Gérard, de ce que j'ai compris, c'est que les motivations de cette campagne, c'était la lutte contre les discriminations et toute forme de haine, à commencer contre les musulmans. C'est ça la motivation de cette campagne. Mais la manière dont elle a été faite est totalement contre-productive. Oui. C'est-à-dire qu'on fait, la promotion, en quelque sorte. C'est autre chose. Oui, c'est très maladroit. C'est pas maladroit. Non, c'est pas maladroit. C'est plus que maladroit. Mais oui, c'est une faute. Mais voilà, c'est plus que ça, et c'est révélateur de quelque chose qui est absolument incroyable. Mais Pascal, d'une part, je me réjouis d'être en accord avec Nadine Morano cette fois, comme souvent. C'est votre fête, Nadine Morano. Deuxième point, ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que ce Conseil de l'Europe, on sent bien la volonté subtile ou ostentatoire de bouleverser les principes et les valeurs, c'est-à-dire de mettre dans nos têtes que l'inadmissible doit devenir la règle. Et Gérard a très bien dit, il y a des pays où des femmes meurent précisément parce qu'elles portent ce qui serait, paraît-il, ce symbole de liberté. Donc, derrière le Conseil de l'Europe, il y a une idéologie totalement délétère. Absolument. Alain Jakubowicz, après ce sera la pause. Écoutez, moi je suis stupéfait par cette campagne et j'irai même plus loin. Je pense qu'elle est la marque d'un entrisme au sein de cette institution. Et je crois que c'est là le danger. Et là, pour le coup, alors je suis évidemment d'accord avec Madame Morano sur le point de savoir qui est à l'origine de cela, quels sont les milieux, quels sont les lobbyistes, parce que l'Europe fonctionne avec des lobbies, et ce lobby existe, qui est celui d'un entrisme, qui consiste effectivement à vouloir imposer d'une idéologie et une vision de la laïcité qui n'est pas la nôtre. Donc là-dessus, pas d'ambiguïté et la plus grande fermeté. Cette campagne est un scandale. Et je dirais que c'est même une sorte de stratégie des marches qui consiste à nous tester
Et il est extrêmement important, effectivement, que le non ait été si fort qu'ils aient renoncé. Et je crois que vraiment, il y a là un véritable bras de fer et un véritable combat contre cet entrisme. Il y a eu beaucoup de réactions, celle de Éric Zemmour, par exemple. L'islam est l'ennemi de la liberté. Cette campagne est l'ennemi de la vérité. Elle promeut le voilement des Européennes. C'est du djihad publicitaire. On n'est pas obligé d'aller dans ce type d'excès non plus. Il a raison. Mais non, mais parce qu'il y a une instrumentalisation politicienne là qui me gêne. On est sur des principes et sur des valeurs là, c'est tout. Et alors, ça suffit à soi-même. Eh ben, après la pause, Nadine Morano reste encore avec nous. Vous avez vu, vous avez fait le carton plein. Nadine Morano, vous êtes même devenue amie avec un... Mais il n'y a pas enfin à dire... Et attendez, je termine. Je refais la pause. Mais... Est-ce que vous comprenez le second degré un peu, cher? Vous êtes un peu... C'est drôle, vous avez une conception du second degré qui est vraiment très... Vous êtes vraiment terrible. Bon, c'est la journée de la gentillesse aujourd'hui. Ah bon, vous le savez? Non. Je vous trouve très beau. Je suis venu le mauvais jour. Je vous trouve très gentil. Nadine, c'était vraiment bien ce que vous avez dit. C'était intéressant et intelligent. C'est la journée de la gentillesse. À tout de suite. Bon, je vous rappelle que c'est la journée mondiale de la gentillesse. Soyez bienveillants. Soyez agréable, soyez gentil. On l'a démontré jusqu'à maintenant. Voilà, non, je retire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, mais c'est important. J'étais un peu dur avec vous. Moi, merci. Alors, je garde ce que j'ai dit. Par exemple, j'ai jamais vu un homme politique poser... Moi, j'aimerais bien poser des questions que les autres personnes ne posent pas. Je demanderais, est-ce que vous êtes gentil? Je dirais ça à Emmanuel. Est-ce que vous êtes gentil? Pas une qualité pour un homme politique. Ah, vous trouvez? Il faut être bienveillant. Magnanime. Est-ce qu'il faut être gentil? C'est un peu de la faiblesse. Est-ce qu'il faut être gentil, Nadine Morano, pour être un homme ou une femme politique, ou est-ce que au contraire c'est un défaut? Non, je pense que moi je partage ce que vient de dire Georges Fenech. Il faut de la bienveillance. On ne peut pas agir qu'avec son cœur parce que du coup, si vous maîtrisez par exemple les flux migratoires, est-ce que c'est gentil de débouter quelqu'un du droit d'asile? Non, c'est juste responsable. Donc la gentillesse, les sentiments et le cœur ne doivent pas être le seul guide dans l'action politique. Donc voilà, et la raison quelquefois fait qu'on n'est pas spécialement gentil. Bon, les réactions pour terminer sur ce sujet, j'ai cité Zemmour, François-Xavier Bellamy, la liberté dans le hijab, ce message n'est pas diffusé par une organisation islamique, mais par le Conseil de l'Europe, un symptôme parmi d'autres, une dérive très grave qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, où se mêlent entrisme, complaisance et détournement. Laurence Rossignol rappelait que les femmes sont libres de porter le hijab est une chose, dire que la liberté est dans le hijab en est une autre, c'est en faire la promotion, c'est le rôle du Conseil de l'Europe. Pareil David Lisnard, pareil Valérie Boyer, pareil Robert Ménard. Il y a unanimité, hein, c'est vraiment... Non mais c'est très intéressant. C'est une bonne chose qu'il y ait unanimité. Merci beaucoup. Vous voulez rester avec nous, Nadine Morano? On va parler de Zemmour. Oui, mais il faut rappeler que la Turquie est membre du Conseil de l'Europe. Et moi, je me pose beaucoup de questions dans le lancement de cette campagne, voire l'influence qu'il y a pu y avoir à l'intérieur de cette organisation, de voir cette campagne qui est, tout le monde l'a dénoncé, profondément scandaleuse. Mais encore une fois, c'est 47 États membres, le Conseil de l'Europe, dont la Russie et la Turquie. Donc, mais je me réjouis aujourd'hui, pour être gentil, être en accord avec M. Jakubovic, qui aujourd'hui trouve mes idées cohérentes. Bon, vous voulez rester avec nous ou pas? Parce qu'on va parler d'Éric Zemmour. Pourquoi pas? Ah bon, alors écoutez, restez quelques secondes avec nous. Je sais qu'Alain Jakubovic, vous êtes plutôt fan d'Éric Zemmour. Vous auriez pu d'ailleurs diversifier vos sources, parce que je suis sûr que vous auriez trouvé plein d'autres gens autres que Mme Morano, M. Ménard, M. Zemmour, etc. Mais Mme Rossignol, mais j'ai cité Mme Rossignol. C'est vraiment une fixation. Alors, je vais vous dire quelque chose. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Cher ami, c'est très intéressant ce que vous dites. Oui, le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas tweeté. Oui, bon. Le problème, ça vous surprend? Le problème, c'est que Anne Hidalgo, elle n'a pas tweeté. Ça vous surprend? Elle a donc... Alors, non, mais vous me demandez... Là pour Mme Hidalgo, ça me surprend, oui. Vous me demandez qui a tweeté. D'accord. C'est des gens de droite qui ont tweeté. J'y peux quelque chose si c'est des gens de droite qui ont réagi? Je ne sais pas. Très bien, mais vous avez raison. Non, parce que vous me mettez en accusation. Je ne vous mets pas en accusation, j'observe. Vous savez, on dit beaucoup sur votre plateau, je suis factuel. Mais chers amis, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que vous me dites. Nous sommes tous les deux factuels. Non. Vous dites, vous auriez pu trouver d'autres gens. Eh bien non, j'ai pas pu trouver. Parce qu'ils n'existent pas.
Il n'existe pas. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup cherché, mais... Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est des procès en sorcellerie que vous faites. Arrêtez, des procès en sorcellerie, je suis factuel. C'est sûr. Hein. Je suis factuel. Mais non, j'attends la réaction d'Anne Hidalgo, j'attends la réaction de Jean-Luc Mélenchon sur cette campagne, si elle n'a pas eu lieu, j'attends les réactions des gens de gauche. Non, mais j'y peux quelque chose. De la part de M. Mélenchon, ça ne me surprend pas. J'y peux quelque chose. Si les seuls qui défendent l'identité européenne sont des gens de droite, j'y peux quelque chose. Mais c'est pas l'identité européenne, c'est simplement nos principes, nos valeurs, la laïcité. Occidentale. Ah oui, c'est pas l'identité occidentale. Je le déplore avec vous si c'est le cas. Mais je n'ai pas fait cette vérification. C'est pas l'identité occidentale aussi. Arrêtez avec votre laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Parce que c'est les valeurs de l'Occident. Arrêtez avec votre laïcité, c'est ma laïcité? C'est pas la vôtre? C'est pas la nôtre? Ce sont les valeurs de la France et de l'Occident bien avant la laïcité, cher ami, bien avant la laïcité. Pascal, Nadine Morano. Je voudrais savoir si M. Jakubowicz accepterait d'être mon avocat pour que je puisse passer en revanche sur France Inter, radio du service public sur laquelle je suis totalement... Mais avec plaisir, chère madame. Parce que moi je ne peux pas m'exprimer sur le service public de France Inter. Alors si vous aviez le même genre d'analyse sur France Inter, parce qu'au moins sur CNews il y a la pluralité des opinions, je constate qu'ailleurs il n'y est pas. Donc si vous pouviez être mon avocat pour dire que sur le service public ça serait bien qu'on entende aussi quelquefois Nadine Morano, ça serait sympa plutôt que d'aller faire la promo. Je ne suis pas venu pour rien ce matin, chère madame. Avec plaisir, je vous communique mes coordonnées, il n'y a pas de problème. Vous savez que nous c'est le contraire, c'est-à-dire que certaines gens ne veulent pas venir chez nous. Ah oui. On invite tout le monde, mais certains gens disent ah non, je vais pas à l'heure des pros, j'y vais pas. Ça c'est pas possible. C'est bon. Donc ils veulent pas, je les invite. Ils me disent ah non, je vais pas venir chez vous. Bon, pourquoi pas? Moi j'invite tout le monde. Monsieur Mélenchon, il veut venir, il vient. Tout le monde. Parce qu'on aime la preuve, vous m'invitez. Exactement, mais depuis le début. Mais je vous assure votre réaction et puis c'est vrai que elle est très significative. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous-même, vous ne vous rendez pas compte que sur un sujet comme cela, seuls les gens de droite ont réagi. Je suis loin d'être certain de la véracité de ce que vous dites, mais je ne l'ai pas vérifié. Donc, si j'avais Anne Hidalgo sur ce plateau, je lui dirais vous n'avez pas tweeté. Elle dirait mais je peux pas tweeter sur tout, je peux pas réagir sur tout. Je connais ce qu'elle dirait. Écoutez, en revanche, je ne sais pas. C'est les indignations sélectives. On choisit ces sujets. Non. Ça c'est factuel ce que je vous dis. Oui, mais Pascal. Bon, Zemmour. Pardon. Non. Je voulais dire, les indignations sélectives, c'est très juste. Oui. Mais j'aimerais que parfois la droite ait les mêmes indignations quand ça concerne la gauche. Oui. Moi, je me sens très universel sur ce plan-là. Bon, et c'est pas sélectif. Moi non plus, j'ai pas compris. Je sais pas de quoi vous parlez, mais ça fait rien. Mais si, sûrement, c'est probablement très important. Pascal parle des indignations. Le compte d'Anne Hidalgo, c'est intéressant de voir les sujets. Il y a 44 minutes, elle a raison d'ailleurs, elle dit 9h22 pour les femmes, maintenant c'est gratuit. C'est son dernier message. Donc vous voyez, il y a 44 minutes. Mais vous pouvez voir, et je prends tout le monde à témoin, allez sur son compte Twitter, pas un mot sur la campagne de l'Europe. Alors, est-ce que ça veut dire souvent le fameux proverbe qui ne dit mot contre... Vous lui poserez la question. Puisque mes amis sont un peu lents ce soir, je voulais préciser que l'indignation sélective dont vous parlez, par exemple, j'ai demain un homme de gauche qui est stigmatisé parce qu'il a dit quelque chose, eh bien évidemment, je le défends. C'est ce que je veux dire. Bon. Pas d'indignation sélective. Donc les tweets d'Anne Hidalgo depuis hier, c'est sur la COP26, bien sûr d'ailleurs, c'est très intéressant. Donc vraiment votre réaction m'a intéressé. Anne Hidalgo, Nadine Morano, ça rime, mais c'est pas pareil. Nous allons parler d'Éric Zemmour. Vous vous rendez compte, il est 22h, il est 10h09, on n'a toujours pas parlé d'Éric Zemmour. Et on a plus de 20 minutes. Et je suis inquiet. Voilà, les gens disent, vous parlez que d'Éric Zemmour. Chez Christine Kelly. Non, c'est pas ce soir. C'est demain. C'est demain soir. C'est demain, 4 novembre. Il revient. Oui, il vous faudra encore patienter 24 heures. Que cela va être dur. Bon, on va écouter. D'abord, je remercie Nadine Morano qui est restée avec nous quelques minutes. Je voudrais qu'on écoute Éric Zemmour, qui effectivement a peur que l'apocalypse arrive et imagine la libanisation de la France. Donc voilà ce qu'il a dit sur i24 News. Vous avez deux pays qui sont... un pays qui a connu exactement le destin que je crains pour la France. Le Liban. C'est-à-dire une arrivée... Le Liban, exactement. Une arrivée massive
de population musulmane qui déséquilibre la démographie alors que le pays était majoritairement chrétien, et aujourd'hui la misère. C'est exactement ce qui nous attend si nous n'arrêtons pas le grand remplacement en France. Et je ne veux pas que mon pays, la France, devienne un Liban en grand. Ouais. C'est limpide. Non, mais ça, j'ai bien compris ce qu'il veut dire. Non. Mais est-ce que son analyse est juste? Il n'y a que ça qui est intéressant. Non, je veux dire... Ou est-ce qu'elle est volontairement catastrophique, apocalyptique, démagogique? Elle n'est pas gaie, ça, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas gaie. Il va toujours au bout du paroxysme intellectuel et... dans l'analyse du réel, je n'irai pas forcément toujours... Il y a 8 millions de musulmans en France, il y a, a priori, il y a, je veux dire... la majorité de ce pays ne va pas devenir demain musulmane. Non, mais ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, ni dans 30 ans. Mais l'erreur, c'est de parler du grand remplacement comme s'il était effectif. Mais on y va. On y va, ça veut dire quoi, on y va? Ça veut dire que peu à peu, ce qui était considéré comme réel aujourd'hui est en train de se construire. Le grand remplacement, moi, dans le 7e arrondissement, je ne l'ai pas beaucoup vu. D'accord, pas Non, mais pardonnez-moi de le dire comme ça. Oui, mais dans le 16e arrondissement, je ne l'ai pas beaucoup vu. Oui, mais n'empêche que vous ne pouvez pas nier qu'à l'heure actuelle et depuis plusieurs années, il y a de plus en plus une substitution d'une certaine population. Dans certains quartiers. Oui, mais bien sûr, il y aura toujours des exceptions. Oui, mais vous dites on y va. Donc on y va, ça veut dire que la France serait submergée par une vague d'immigration. Submergée, je ne dirais pas. Mais si on ne fait pas, on ne met pas en œuvre une politique ferme, cohérente, même dans l'humanisme, on va doucement voir une France dépossédée de ce qu'elle était. Libanisation, oui, scandaleux. Non, mais attendez, quand on dit libanisation, évidemment, c'est exagéré. Oui. Et c'est effectivement, on peut interpréter ce propos en disant il essaye de faire peur. Bon. Oui. Mais ce que vient de décrire, à juste titre cette fois-ci, Philippe Bilger. Merci Gérard. C'est effectivement, quand on est passé, moi je me souviens encore, comme tout le monde, il y a 20 ans, il y avait moins de 100 quartiers difficiles où ce phénomène du remplacement se produisait. Aujourd'hui, on est à plusieurs centaines et je suis convaincu qu'on va sortir un jour une carte. C'est d'ailleurs bizarre qu'on ne l'ait pas encore sorti, mais une carte des quartiers dits difficiles. Le phénomène Alençon s'est multiplié par 10, 20. On va avoir en France 1 millier de quartiers. Il y a beaucoup de blancs à Alençon, faites attention. J'ai pas dit que c'était des quartiers où il n'y avait plus de blancs. J'ai dit des quartiers où la majorité, des quartiers où les majorités dites entre guillemets ethniques sont largement supérieures à 50%, 70, 80%. Quand on va faire simplement cette carte de France, c'est pas la même chose que libanisation. Alors c'est pas la libanisation. C'est pour ça que je dis. C'est pas gai, ce que dit Zemmour, mais je dirais pas. Oui, il a absolument raison. Parce que par nature, moi, je suis toujours très très choqué par les discours anxiogènes quand on agite des peurs. Vous permettez, je vous donne mon humble sentiment. Et je pense qu'on perd la raison. Et je pense qu'on clive et qu'on stigmatise trop. Non, mais c'est mon sentiment. Mais après, pour moi, c'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Une fois qu'on a dit ça... Pardonnez-moi, c'est la vérité. Si j'ai un cancer de l'estomac, la vérité, si je peux terminer justement... Je ne sais pas qu'on me dise c'est anxieux. C'était la deuxième proposition de mon raisonnement. C'était la vérité, c'est que nous avons effectivement une immigration qui n'est plus contrôlée aujourd'hui. Ça, c'est évident. Nous avons une insécurité dans beaucoup de quartiers aujourd'hui, on le voit bien tous les jours, et un phénomène de communautarisme. Donc ça, c'est la vérité. Alain Jakubowicz, vous il faut lutter. Vous qui habitez Lyon, vous connaissez Vaux-en-Velin, vous connaissez ce quartier l'autre jour La Duchère. Colomb a été maire de la Duchère de 95 à 2001. De l'arrondissement. Est-ce que vous diriez que dans ces quartiers à Lyon, depuis 30 ans, les Minguettes, par exemple, on se souvient que Luis Fernandez, par exemple, était sorti du Minguette, est-ce qu'il y a grand remplacement, selon vous, dans certains quartiers de Lyon, par exemple? Mais que la population immigrée soit surreprésentée dans un certain nombre de quartiers, c'est pas nouveau. C'est vieux comme l'immigration en France. Vous me parlez de Lyon, il y a des quartiers qui étaient des quartiers de l'immigration, mais dont on sortait par l'ascenseur social. C'est-à-dire, on a vu d'ailleurs les différentes couches d'immigration se succéder dans ces mêmes quartiers, qui étaient d'habitat, qui étaient plus ou moins précaires, qui étaient pas chers, et les immigrés et les réfugiés arrivaient là. Et puis, grâce à l'ascenseur social, on sortait, et le problème, c'est que l'ascenseur social est bloqué. Mais quand on me parle de grand remplacement, on remplace qui par qui? Moi, je vais vous donner un exemple. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, et pourtant, ça a tout à voir. Lorsque j'ai prêté serment au barreau,
il y avait très peu d'avocats issus de l'immigration. Dans nos hôpitaux, il y avait très peu de médecins qui venaient. Aujourd'hui, heureusement, c'est le cas. C'est quoi? C'est le grand remplacement? C'est de cela dont on parle? Non, vous êtes très bien. Le grand remplacement, c'est très simple. Le grand remplacement, c'est très simple. Coller des étiquettes à des gens sous prétexte qu'ils croient en un Dieu ou qu'ils n'y croient pas, qu'ils ont telle et telle vous faites de la politique. Et pourquoi M. Zemmour, il ne fait pas de la politique? C'est pas ça qui m'importe. Moi, je vais poser la question à Nadine Morano, parce qu'elle, elle a grandi dans un quartier difficile. Et ce quartier difficile, aujourd'hui, il n'y a plus de blancs. Écoutez, moi je suis né à Villeurbanne. Non mais je vous parle de Nadine Morano. Là. Donc moi j'ai entendu son témoignage plusieurs fois. On a le droit de se poser ces questions quand même. Mais bien sûr qu'on a le droit de se poser des questions. On a le droit de dire que... Et ça peut poser des questions pour la... Je termine, je parle à Nadine Morano. C'est la société française. Quand dans le quartier dans lequel vous avez grandi, aujourd'hui il n'y a plus un blanc. Est-ce que ça pose un problème ou pas? Je vous pose la question. Non, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a plus un blanc. C'est jamais dit. J'ai jamais dit ça comme ça. Je dis simplement... Depuis que je suis votre avocat, vous devenez très modéré, madame. Voilà. Non, mais moi, je dis la vérité. Donc, je dis simplement que Éric Zemmour, sur cette question, a totalement raison. Quand il parle de libanisation de la France, moi, il y a déjà 10 ans, j'ai tenu exactement cette même expression. Donc, c'est la guerre des autres chez nous qui s'installe. Et la réalité, c'est qu'il y a quelques jours, on a commémoré l'assassinat de Nice, encore avec ceux qui sont fait égorger. Hein, donc, il faut arrêter. Alors, s'agissant maintenant du remplacement de population, dans mon quartier, où avant, il n'y avait pas de mosquée, maintenant il y en a 2. Il y a une église où il n'y a quasi plus de gens qui vont à l'église. La population, culturellement, M. Jakubowicz, n'est plus la même. Elle n'est plus la même. Le centre commercial où j'allais, où la supérette était tenue, ça s'appelait les coopérateurs, quand j'y suis retournée, qui tenait cette supérette? Une femme voilée, un homme en hijab, en djellaba, pardon, et voilà, et avec des rayons qui sont des rayons de marchandises orientales. Donc tout ça, c'est la vérité. Je l'ai vu, j'y suis allée, je le sais. Place Stanislas à Nancy, vous voyez maintenant énormément de femmes voilées. Quand je dis des femmes voilées, c'est pas que le foulard, hein. Des voiles noirs, des gants, enfin. Et donc, c'est ma ville. J'ai grandi. Je voyais pas ça il y a 20 ans. Alors, si, parce que c'est Éric Zemmour qui le dit, il faut dire qu'il a tort, ben moi je dirais pas ça. Parce que Éric Zemmour, il met sur la table des vrais débats. Alors si ça embête certains, tant pis, mais moi je suis en désaccord sur certains de ses propos, mais quand il dresse des constats sur les quartiers, moi j'avais fait ce calcul sur les chiffres de l'INSEE à l'époque quand j'avais dénoncé des quartiers de non-France. Il y a 18 quartiers de plus de 1000 habitants à l'époque, quand j'ai fait ces calculs, avec plus de 50% d'étrangers. Hein, donc, et 50% d'immigrés. On voit bien qu'il y a 900 quartiers en France où il y avait de plus de 1000 habitants, hein, avec plus de 30% d'immigrés. Donc on voit bien qu'on a un flux migratoire qui n'a absolument pas été contrôlé, ni même du coup absorbé, parce que quand vous avez un flux aussi important, vous ne pouvez pas l'absorber. Et donc on a, dans notre pays, d'abord une religion qui est importée, parce que l'islam est une religion importée. C'est une religion importée. Ça n'est pas sur le territoire européen et sur le territoire français. Les racines judéo-chrétiennes, le dire, c'est simplement factuel. Ensuite, nous sommes dans une république laïque. Ceux qui sont venus dans notre pays et qui s'intègrent parfaitement, c'est pour ça que moi je ne veux pas qu'on mette les musulmans, nos concitoyens musulmans, dans le même sac que les autres, parce que vous avez nos compatriotes musulmans qui sont parfaitement intégrés et qui ne mettent pas en avant leur religion par rapport à nos lois. Bon, Philippe Bilger. Pour une fois, Georges, je suis en désaccord avec une expression que vous avez utilisée. Vous avez parlé d'agiter des peurs. Oui. Et après, vous avez fait pourtant un constat très lucide de ce qui se passe. Donc, je trouve qu'il y a une légère contradiction. Mais je peux prendre un exemple, Pascal. Je connais bien une ville qui s'appelle Annecy. Il y a 15 ans, il n'y avait pas une femme voilée. Aujourd'hui, c'est rempli de femmes voilées. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et je vais pas tous les matins raconter ma petite scène de la plage du Pouliguen cette année. Ça faisait un certain temps que vous n'en aviez plus parlé. Je veux dire, sur la plage du Pouliguen, voilà, c'est bon. Deuxième passage que je voulais vous soumettre, si j'ose dire, d'Éric Zemmour, ce qu'il a dit sur la France. Écoutons. Comment ? Écoutons.
On sait ce que c'est, quelle idée de la France nous avons. On sait ce que c'est, quel passé, quelle gloire, quelle défaite aussi, quels souvenirs nous avons en commun. On sait aussi quel livre, quel film, quel feuilleton même. C'est avoir tout cela en commun. Et d'où qu'on vienne, je le dis bien, tout le monde peut être français s'il le veut et s'il fait l'effort de le vouloir. Alors ça c'est intéressant ce qu'il dit parce que et c'est ce que dit aussi Nadine Morano avec des exemples très simples de la supérette. C'est-à-dire, moi je parle jamais de religion ou très rarement, mais je parle de mœurs, de coutumes, d'habitudes. Effectivement, on est aujourd'hui en décalage avec manifestement une population et ça pose un problème qui n'a pas les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, la même manière de se vêtir, la même manière de penser, la même manière de manger, etc. Alors, il y a deux solutions. Soit on dit c'est pas très grave parce qu'on peut vivre ensemble et pourquoi pas au nom de la tolérance, voilà, tout ça peut cohabiter, pourquoi pas. Soit on se dit le vivre ensemble est compliqué parce que si on ne partage pas des valeurs communes, c'est compliqué. Et souvent, je prends l'exemple du sport. Parce que c'est un domaine que je connais bien. Et effectivement, les demandes des uns, parfois, dans un vestiaire de football, vont contre les demandes des autres et que c'est difficile d'avancer ensemble. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais la culture française, ce n'est pas la culture anglo-saxonne. Oui. C'est clair, quand on dit ça, les gens vous regardent. Évidemment, parce que les gens vous disent, mais regardez à New York, comment ils font, même à Londres. Oui. Ce n'est pas la même culture. Londres, ils sont plus ce n'est pas le même cheminement historique et culturel. Aux États-Unis, on met une église à tous les coins de rue, une église, et un jour, c'est un évangéliste ici, et une autre communauté ailleurs, et les Quakers, et tout ce que vous voulez. C'est une tradition. Le pays s'est bâti, dans les 3 derniers siècles, les 2 derniers siècles, il s'est bâti comme ça. La France ne s'est pas bâtie comme ça. Donc c'est pour ça qu'on est à la croisée des chemins et que Zemmour a raison. Moi je dis, effectivement, quelqu'un a écrit, je ne sais plus qui, j'ai oublié, mais j'ai trouvé l'expression juste. Avec Zemmour, on a compris, tout d'un coup, on a vu tomber les œillères. Les œillères qu'on met au cheval pour pas qu'il voit sur les côtés. Il a fait tomber les œillères et le problème surgit. Ce n'est pas la même société. La société communautariste anglo-saxonne. Mais oui, mais tout le monde n'a pas compris. J'ai compris, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les exemples concrets. Quand Nadine Morano dit place Stanislas, il y a des femmes voilées. Quand Philippe Bilger dit bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit c'est bien, c'est pas grave, au nom de la tolérance? C'est quoi la solution? Le problème, c'est qu'à mon sens, parce que notre prisme a été totalement modifié. D'abord, oui, on fait tous le même constat. Hein. Je veux dire, on a tous les mêmes dieux. L'histoire de on connaît mieux la France, etc. On a tous ces exemples. C'était pas dit il y a 5 ans. Mais si, on voit tous la même chose. Non. Le problème, c'est est-ce que notre perception serait la même? Même par rapport. Moi, j'ai la même réaction que vous quand je vois un grand nombre de femmes voilées. Franchement, je peux pas vous dire que j'en suis indifférent, pas du tout. Mais est-ce que notre vision n'a pas été modifiée précisément à cause des attentats, à cause de l'utilisation? Ça a totalement changé notre prisme et notre façon de voir les choses. Parce que voir l'identification qui a été faite, ces assassins, ces ordures, ces salauds qui vont couper des têtes en gueulant Allahu Akbar, je suis désolé, ça a complètement modifié. Et je dis que parmi cette population, il y a des milliers, sans doute des millions de nos concitoyens qui croient en un Dieu qui n'est pas le nôtre, importé, pas importé, on s'en fout complètement, mais qui sont à des années-lumière. L'image de la femme, pour moi, au-delà de la religion... Cette forme de systématisation, de généralisation, de façon de attiser les haines, moi, ça me révolte. Ça me révolte. Et c'est à cela que ça aboutit. Dommage, je suis la désolé. fin était moins bonne. Mais arrêtez ça. Mais c'est la réalité. Alors, elle attise les haines, Nadine Morano, lorsqu'elle dit ça. Mais écoutez, aujourd'hui, ce qu'a dit Madame Morano aujourd'hui, j'y souscris. Et quand elle parle de libanisation, quand elle parle de libanisation il y a 10 ans, je suis pas du tout d'accord. Ah ben là, et donc elle attise les haines là. Non. Quand elle a dit libanisation, non. Mais c'est quoi attiser les haines? Pour moi, c'est des mots creux. Non, mais attendez, elle n'a pas tenu les propos de Monsieur Zemmour. Elle a d'ailleurs dit très clairement qu'elle n'est pas d'accord sur tout. Elle l'a dit clairement. Mais pas sur le passage qu'on avait fait. Mais sur le terme de libanisation,
Je pense que c'est d'un excès, d'une outrance, vous le rappeliez tout à l'heure. Bon, mais je vous pose la question. Il y a 8 millions de musulmans aujourd'hui en France, et dans ces 8 millions, l'immense majorité sont des gens qui sont intégrés, qui sont des gens comme vous et moi. Mais là où vous avez jeter l'anathème sur cette population me paraît scandaleuse. Vous avez raison, c'est qu'on est tout le temps obligé de s'interroger sur le caractère politique ou non du port du voile. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Et on terminera avec Nadine Morano parce on n'est pas obligé. Mais c'est ce que nous faisons. Mais nous ne sommes pas obligés de le faire. En un mot, simplement, la France de 2021 n'est plus vraiment la France des années 50 ou 60. Pas que sur ce sujet. Hein. Non, mais c'est vraiment intéressant. Merci Georges Fenech de cette synthèse. C'est factuel. Non, mais c'est vraiment. Mais là, on est d'accord pour une fois. Mais pour autant, écoutez, moi, la Terre est ronde également. La semaine dernière, mon cher Pascal, j'ai mangé un excellent couscous dans un excellent restaurant parisien. Je vous y invite, je vous donnerai l'adresse. Oui. Et j'étais très bien reçu, j'étais très heureux. L'apport, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'apport de culture. Quand vous allez dans un couscous parisien où vous avez à 50 € le couscous, je pense qu'effectivement, ils doivent bien vous recevoir. On m'a invité en réalité, je ne sais pas combien que ça coûte. En plus, vous allez manger à l'œil. C'est pour vous dire, n'ayez pas peur des cultures qui peuvent aussi enrichir notre Monsieur Fenech n'a rien de là à arrêtez, on n'en est plus là. Je vous dis, mais on n'en est plus là. Vous ne pouvez pas stigmatiser complètement une population. Rien. Je stigmatise rien. Les œillères ne sont pas toutes tombées. Je stigmatise rien. Mais pas pour le voile. Donc, moi non plus, je ne suis pas pour le voile. Mais pour autant, je ne stigmatise pas quelques 8 ou 10 millions de nos compatriotes qui vivent dans la plus grande tranquillité. C'est ce que je mets en cause. Voilà. Personne ne dire ça. Bon. Nadine Morano. Bon, ce qui est grave, c'est en fait ceux qui viennent avec leur culture et souhaitent imposer leur culture chez nous. Et au-delà du vêtement, c'est pas une question. Là, c'est pas une question de culture avec des plats, de la gastronomie ou de la musique, autre chose. Là, c'est un mode de vie qu'on essaye de nous imposer. Et en fait, vous savez très bien que le voile, c'est un instrument de soumission de la femme. Mais vous seriez par exemple pour l'interdire dans l'espace public ? Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse parce qu'on ne peut pas avoir une police. Non, mais là, vous me dites que si c'est une soumission de la femme, il faut l'interdire dans l'espace public. Si vous êtes sur cette ligne-là, il faut être cohérente. Je pense que d'abord, alors moi j'étais pour l'interdiction dans l'espace public, sauf que vous savez très bien que la police du vêtement, c'est compliqué. On a, nous, mis en place une loi d'interdiction du port intégral du voile pour lutter contre la burqa à l'époque. C'était une loi que nous avions mis en place sur l'interdiction de cacher son visage. Donc c'était pour lutter contre cette forme de port du voile intégral. Donc c'était une première loi, c'est nous qui l'avons mis en place. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faudra réfléchir, mais comme c'est fini, malheureusement, je suis obligé de vous couper la parole. Mais je vous remercie grandement, parce que c'est la journée de la gentillesse aujourd'hui.